Rebonjour Edwige Chevrillon. Rebonjour Apolline, bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Lorsque vous voyez Emmanuel Macron qui accueille demain à Versailles 140 chefs d'entreprise étrangers pour qu'il leur dise « Allez, investissez en France, créez de l'emploi ». Ensuite, il va aller à Davos pour plaider pour une mondialisation plus équilibrée. Est-ce que vous dites, bon, il fait quand même son job de VRP de la France ? Non, mais qu'on dise à des gens venez investir en France, etc., pourquoi pas? Le problème, c'est que quand on accompagne cela de mesures consistant à dire pour qu'ils viennent investir, je vais affaiblir le code du travail, faciliter les licenciements, précariser les uns et les autres, ubériser la société, ça j'en veux pas. Je veux pas ça pour vous, je veux pas ça pour moi, je veux ça pour personne. Moi, je veux pas que demain vous soyez licencié sauvagement, si je puis dire, et que vos indemnités chômage. Non, mais c'est le fond du débat. Parce que c'est pas sauvagement, puisque les syndicats ont leur mot, en l'occurrence sur la fameuse rupture conventionnelle collective. Oui, mais il y a quand même un plafonnement, par exemple, des indemnités chômage qui est prévu dans cette loi. On va revenir là-dessus, Alexis Corbière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Le fait qu'ils se donnent du mal pour dire à des investisseurs étrangers « venez créer des emplois en France », est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou vous pensez que non, parce que ça se fait au détriment davantage pour les Français ? Non, mais je répète ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas pour que c'est en faisant une espèce de zone de moins-disant social que il faudrait faire venir les gens. Je pense qu'il faut défendre des projets, j'ai un peu une faiblesse d'ailleurs de ce que nous propose le président Macron, vers où va aller le pays dans les années qui viennent pour créer de l'emploi. Nous, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a porté ça pendant la campagne présidentielle, se tourner vers la mer, l'économie de la mer, on avait prévu 700 000 emplois peuvent être créés, la transition écologique, dire on va sortir du nucléaire, le nucléaire qui nous a beaucoup apporté à une époque, mais on va pas sortir du nucléaire du jour au lendemain. D'ici 2050, comment on fait? Quel type d'énergie? Quelle filière industrielle? Non, mais quelle filière? Parce que si c'est pour faire venir tout et n'importe quoi comme investisseur, vous comprenez ce que je veux dire? On peut s'interroger sur le type aujourd'hui d'investissement que nous voulons. Si c'est dans l'intelligence, si c'est dans le numérique, si c'est de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est plutôt positif. Mais oui, bien sûr. Enfin, je crois m'être fait comprendre. On peut s'interroger aussi. Et par ailleurs, la France est un pays attractif en vérité, parce qu'il faudrait arrêter ce French bashing. Quand il dit la France est de retour, Emmanuel Macron. C'est modeste, hein. Alors franchement, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vu même qu'il parlait de lui-même en disant que la France avait subjugué le monde entier par l'élection d'un jeune président de 39 ans. Je sais pas sa taille de chapeau, mais à mon avis, à l'Élysée, ils sont passés de différentes tailles. Non, mais il faut tranquille. Emmanuel Macron, je sais que vous voulez m'interroger sur les questions économiques, mais il a été élu sur une mer déchaînée d'un point de vue civique. La France est dans un état d'ébullition. Et je ne crois pas un instant. À cause du chômage, notamment. La chômage, la pauvreté, les inégalités, etc. Voilà. Mais vous avez raison. Je reviens à mon sujet. Je ne crois pas, comme je ne crois pas, mais on pourra juger, vous me réinviterez, ou moi ou mes amis, que les mesures mises en place par ce gouvernement vont régler le problème du chômage. Je pense même que ça va approfondir le problème. Le Manu, il a beau être tout souriant et considérer que la France est de retour. Rendez-vous dans un an ou deux, ou même avant, parce que je crois, mais je peux me tromper, que le chômage va continuer à s'aggraver. Est-ce que vous espérez vous tromper? Quelque part, j'ai envie de dire oui. Moi, je suis pas un cultivateur de misère, c'est pas mon sujet. Mais ce que j'ai vu dans les ordonnances Macron, c'est des choses déjà qu'on a déjà vues. Le problème dans ce pays, c'est le code du travail. Les patrons auraient peur d'embaucher, donc il faut qu'ils puissent licencier. Franchement, les arguments, ils étaient légèrement poussiéreux. On les avait déjà entendus. Comment vous expliquez à ce moment-là que, quelque part, les Français vous ont pas suivi, justement? Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu. Sur la réforme du code du travail, les Français n'ont pas été derrière vous dans la rue. Alors, c'est peut-être la faute aux syndicats, c'est peut-être la faute... Effectivement, non, je prends les arguments de Jean-Luc Mélenchon, donc je prends déjà, pas les j'ai envie de dire gloire aux syndicalistes, à ceux qui se mobilisent, qui prennent des risques, etc. Après, on peut discuter des stratégies de direction syndicale, mais c'est un autre sujet. Ils se sont dit, pourquoi on va tenter, puisque de toute manière, ça marchait pas avant. Peut-être qu'ils se sont dit ça. Peut-être qu'ils se sont dit ça. Peut-être qu'ils se sont dit ça, mais je rappelle que beaucoup d'études d'opinion démontraient qu'il y avait quand même une majorité de Français qui n'étaient pas d'accord avec ces ordonnances. Mais peut-être que beaucoup de gens se sont dit se mobiliser, perdre une journée de salaire, quelque part. C'est compliqué. Moi, j'ai l'honneur maintenant d'être parlementaire. C'est parler. Mais quand on est salarié dans une boîte, se mettre en grève, etc., en ayant en plus l'impression qu'il y a des journées d'action perlées, etc. Mais ça n'amène pas pour autant que les gens sont convaincus. D'accord ? Et je crois que déjà, il y a eu des grandes manifestations. Rappelez-vous, on a quand même mis beaucoup de gens, nous, la France Insoumise, quand on a appelé à manifester, et aussi les organisations syndicales. Et je répète, vous savez, on a l'expérience dans tout ça. Il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on perd, il y a des moments où des défaites partielles annoncent peut-être des victoires demain, on verra. L'affaire n'est pas réglée. Deux questions sur les ruptures conventionnelles collectives. En même temps, donc elles vont être utilisées, en tous les cas par PSA. D'autres ont renoncé, comme Pimki. Est-ce que le fait quand même que les syndicats aient un pouvoir, le pouvoir de dire non,
et qu'il faut 50% quand même, là, par les syndicats. C'est quand même un garde-fou sur les ruptures conventionnelles collectives. Encore heureux, effectivement, ils ont pu s'y opposer. Oui, ça fait partie. Mais on voit bien que concrètement et pragmatiquement, vu qu'on n'arrête pas de me dire ce mot, depuis le 1er janvier, quand ça se met en œuvre, on nous avait dit ça va créer de l'emploi. Qu'est-ce que c'est? Badaboum, la première annonce, c'est des plans possibles de licenciement. D'accord. Donc, j'ai pas vu encore. Il y a des emplois là, il y aura des emplois chez PSA. Il y aura d'autres emplois qui vont être créés. Oui, enfin, on verra. Oui. Là, en l'occurrence, ça commence d'abord parce que le côté je supprime pour... Non, attendez, que les choses soient claires. On a quand même des boîtes, que ce soit PSA, Pinky, qui sont des boîtes qui font des bénéfices significatifs. D'accord? Donc, on est d'accord qu'on parle de groupes, d'entreprises qui font des bénéfices significatifs et qui proposent de licencier. Et il y avait une arme qui permettait de faciliter les licenciements, de donner moins de droits, moins d'exigences pour celui qui licencie. Pourquoi les syndicats ont accepté ça chez PSA, à votre avis? J'observe par exemple, quand j'écoute Pinky, si je dis pas de bêtises, que même la CFDT, qui était plutôt allante là-dessus, est en train de dire danger. D'accord? Et les syndicats, ils ne... Bon, donc il y a une résistance, c'est bien. Les gens s'aperçoivent concrètement que c'est quelque chose de dangereux. Et quelque chose de dangereux, il ne faut pas s'étonner que certains l'utilisent. Quand on met des armes en vente libre, de temps en temps, ça pose un problème. Quand on met une loi qui facilite les licenciements, ça va produire peut-être des licenciements. Une dernière question, toute dernière question sur l'euro. Est-ce que vous allez clarifier votre position un peu, la France Insoumise, sur l'euro ou pas pour les élections européennes? Mais il me semble qu'elle est claire, notre position. Elle est un peu ambiguë quand même. C'est-à-dire, et l'euro, la question de la monnaie est un outil. Au service de quelle politique monétaire? C'est pas en disant je quitte ou je rentre. Ça dépend des politiques monétaires qui sont menées aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Et je suis pour retrouver aussi notre souveraineté sur ces questions-là. Et on y reviendra. Je vois Pauline de Malherbe qui fait des... Oui, absolument. Parce que malheureusement, l'heure tourne, mais évidemment, la campagne des Européennes, vous y serez. On y sera aussi, on aura le temps de clarifier, nous aussi, toutes ces questions-là sur l'euro. Merci beaucoup, Edwige Chevrillon. Merci, Alexis Corbière, d'avoir été avec nous. Vous avez parlé beaucoup du Manu, le président de la République. Vous savez qu'on est cousins, il paraît qu'il y a un généalogiste qui a dit qu'on était Emmanuel Macron. C'est Stéphane Bern. C'est le point généalogie. Vous êtes donc le cousin du Manu, Emmanuel Macron. Je respecte le président de la République, mais je combats sa politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on l'a bien entendu. Dans un instant, vous serez avec Philippe Godin pour Priorité au décryptage. Pour ma part, je vous retrouve à partir de 18h pour Et en même temps. À tout à l'heure.